Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h41 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons commencer par le Israël Hayom qui nous annonce ce matin le retour à nouveau en Israël de l'émissaire américain Jason Greenblatt. Selon le journal, Greenblatt devrait être reçu en Israël par le Premier ministre Benjamin Netanyahou mercredi et par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah. On ne connaît pas véritablement l'objectif, en tout cas pas pour l'instant, de cette nouvelle visite du proche conseiller du président américain Donald Trump, mais celle-ci s'inscrirait dans les efforts entrepris pour réenclencher le processus de paix israélo-palestinien. Reshet Bet, la radio israélienne, cite ce matin le journal Al-Hayat qui parle lui aussi de progrès tangibles dans les pourparlers en vue de la restitution des corps des soldats israéliens Oron Shaul et Hadar Goldin. Selon ce journal qui paraît à Londres, le Hamas aurait mandaté l'Égypte pour faire office de médiateur dans les pourparlers selon des sources palestiniennes. Une délégation du Hamas se trouverait actuellement au Caire à ce propos, et ce après qu'il y a 2 semaines, une délégation israélienne se soit également rendue dans la capitale égyptienne dans le même objectif. Toujours selon le Al-Hayat, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, aurait transmis aux Égyptiens une liste de 56 prisonniers palestiniens du Hamas libérés en octobre 2011 dans le cadre de l'échange avec Gilad Shalit et capturés à nouveau depuis par les autorités israélienne. Ceci étant, le Israël Hayom cite ce matin le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a affirmé hier qu'il n'y avait pas de percée dans les tractations en vue d'un échange avec le Hamas. Hier, la classe politique israélienne avait réagi à la révélation du journal libanais Al-Akhbar, selon laquelle il y aurait eu des progrès donc, dans les négociations avec le Hamas sur la restitution des corps des 2 soldats, Hadar Goldin et Oron Shaul, et des 3 civils israéliens qui ont pénétré ces dernières années illégalement dans la bande de Gaza. Mais ces révélations s'étaient accompagnées d'un certain scepticisme de la part des autorités israéliennes qui ont accusé hier le Hamas de se livrer à une sorte de guerre psychologique afin de rappeler au monde la détresse dans laquelle le mouvement terroriste se trouve. Enfin, pour clore ce chapitre, Naftali Bennett, le leader du foyer juif et ministre de l'Éducation, a demandé au gouvernement de ne pas libérer des terroristes vivants en échange de soldats israéliens décédés. Les journaux soulignent que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ouvert hier la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres en citant des extraits du livre de Bereshit qui se rapporte à l'achat par Avraham Avinu du caveau des patriarches à Hebron, une manière pour le Premier ministre de rappeler le lien historique qui lie le peuple juif au caveau des patriarches au lendemain de la résolution de l'UNESCO, considérant ce caveau comme site palestinien en danger des suites de l'occupation israélienne. Dixit donc la résolution de l'UNESCO. Le Premier ministre a affirmé à cette occasion qu'en réponse à cette résolution, il avait l'intention de financer une partie de la construction du musée du peuple juif à Kiryat Arba près de Hebron. Quant à Avigdor Lieberman, il a proposé qu'Israël quitte tout simplement l'UNESCO. Le site du Times of Israel indique pour sa part que Washington a décidé de réviser également son reproche envers l'UNESCO après le vote de vendredi. Et les habitants du quartier juif de Hebron demandent au gouvernement Netanyahou la possibilité de construire de nouveaux logements dans la ville en réponse à cette résolution de l'UNESCO. Le Israël Hayom, encore lui, indique que Benjamin Netanyahou s'est félicité hier du cessez-le-feu en Syrie, mais le Premier ministre a estimé qu'il ne fallait pas que ce cessez-le-feu soit mis à profit pour consolider une présence iranienne en Syrie en général et le long de la frontière avec Israël en particulier. J'en ai parlé récemment avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et avec le président Poutine, a expliqué M. Netanyahou hier. Tous les médias et sites d'information rappellent que c'est aujourd'hui que le Parti travailliste élira son nouveau président en remplacement d'Yitzhak Herzog. Les 2 candidats sont l'ancien ministre de la Défense Amir Peretz et l'ancien ministre de l'Environnement et transfuge de Kulanu Avi Gabay. Selon le Marim, un taux de participation bas favorisera Amir Peretz. Au premier tour, 59% des membres inscrits du parti ont voté. Les bureaux de vote, 80 bureaux de vote au total à travers tout le pays, ouvriront à 11h ce matin et fermeront ce soir à 21h. Et c'est peu après que l'on devrait connaître les résultats de ces élections. Le futur président devra conduire son parti vers les législatives pour la 21e Knesset et sera le candidat de la gauche au poste de Premier ministre. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Yadron London, un célèbre éditorialiste israélien, affirme émettre des doutes sur le fait qu'un candidat
soit originaire du Maroc, comme le sont Amir Peretz et Avi Gabay, puisse suffire pour lui permettre de restaurer le Parti travailliste. Quant à Nahum Barnea, toujours dans le Yediot Aharonot, il affirme que s'il était membre du Parti travailliste, il choisirait son candidat en fonction de ses capacités à atteindre 30 mandats pour le Parti travailliste lors des prochaines législatives. Tous les quotidiens reviennent ce matin sur le débat passionnant, il faut l'avouer, qui s'est tenu hier à la Knesset dans le cadre de la commission des lois du Parlement. À l'ordre du jour, la manière d'élire le ou la présidente de la Cour suprême, un débat au cours duquel ont pris la parole la présidente sortante de la Cour suprême, Myriam Nahor, l'actuel ministre de la Justice, Ayelet Shaked, mais également 4 anciens ministres de la Justice, dont Daniel Friedman, Yossi Beilin, Tzipi Livni et Dan Meridor, ainsi que l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé en faveur de la désignation du président de la Cour selon son ancienneté dans cette instance. Il a ainsi soutenu la position de la présidente Nahor, une position partagée par Livni, Meridor et Beilin. Par contre, Ayelet Shaked a exprimé son opposition à ce système et a considéré que le président de la Cour devait être élu par la commission de désignation des juges. Shaked a estimé qu'il n'y avait pas de précédent dans le monde selon lequel le président de la Cour suprême était désigné selon son ancienneté. Dans l'armée, le général le plus ancien ne sera pas obligatoirement le futur chef d'état-major, a-t-elle expliqué. Ceci étant, Myriam Nahor et Ayelet Shaked sont tombés d'accord pour confirmer que la prochaine présidente de la Cour sera bel et bien Esther Hayout, qui est la plus ancienne juge à la Cour suprême et qui remplacera dans quelques mois Myriam Nahor. Le Times of Israel et le site Ynet, le site d'information israélien, nous révèlent la colère du grand rabbin d'Israël, David Low. En effet, celui-ci a découvert, presque par hasard, que le grand rabbinat avait publié à son insu une liste de quelques 160 grands rabbins et rabbins de diaspora qui ne seront pas habilités, donc selon le grand rabbinat, à délivrer des certificats de judaïté. Parmi ces rabbins, plusieurs personnalités du judaïsme orthodoxe américain. En fait, cette liste a été dressée par le rabbin Itamar Touboul, chef du département du statut personnel au grand rabbinat. Et le grand rabbin Lowe s'est donc insurgé contre cette initiative qui a été prise sans que le rabbin Touboul ne le consulte. Les sites d'information se planchent sur les rumeurs persistantes concernant la mort du rabbin Albernatz, le leader d'une secte ultra-orthodoxe, Lev Tahor. Albernatz serait noyé au Mexique où il vivait entouré de sa secte. Selon les témoignages recensés ces dernières années au sujet de cette secte, Albernatz régnait sur les membres de cette secte de manière absolue et violente et imposait à ses membres un mode de vie particulièrement redoutable, ultra-orthodoxe. Un tribunal israélien qui avait été saisi par les parents de membres de la secte avait qualifié cette secte de particulièrement cruelle. Les témoignages faisaient état de pratiques violentes dans cette secte, d'un respect ultra-orthodoxe des règles de cacheroute, d'un comportement vestimentaire radical de la part des femmes membres de cette secte. Albernatz avait déjà été condamné par la justice américaine pour l'enlèvement d'un jeune israélien, Shai Fima. Et il avait purgé donc une peine de prison avant d'être expulsé avec les membres de sa secte vers le Canada, puis donc vers le Mexique. Les parents de certains membres totalement endoctrinés dans cette secte ont indiqué aux médias israéliens que si la nouvelle de la mort du rabbin Albernatz était confirmée, alors il y avait des chances pour que son fils, qui paraît-il est encore plus cruel que lui, le remplace. Un mot de sport ce matin dans la revue de la presse avec une très agréable surprise qui nous vient d'Italie et qui fait honneur d'une certaine manière à l'État d'Israël et à Jérusalem en particulier. En effet, le Yediot Aharonot révèle en dernière page que les organisateurs du Giro, le célèbre tour cycliste d'Italie, ont annoncé hier que le départ du Tour d'Italie de 2018 aura lieu, et oui, à Jérusalem. Objectif de ces organisateurs, diffuser, disent-ils, un message de fraternité entre les différentes religions monothéistes. La première étape sera un contre-la-montre dans les rues de Jérusalem. La seconde devrait se tenir près de Tel Aviv. La troisième dans le sud du pays. Ensuite, les coureurs prendront l'avion et rejoindront donc l'Italie pour le début du véritable Tour d'Italie. Le début du Giro sera donc le 5 mai 2018. On ne peut s'empêcher ce matin de se poser la question et nous la posons. À quand le Tour de France en Israël ? On espère que les organisateurs du Tour s'inspireront de leurs collègues italiens.
Après quelques jours de répit, la canicule est de retour en Israël avec à partir d'aujourd'hui des températures de plus en plus élevées et un temps de plus en plus chaud qui grimpera. Les températures grimperont dans le courant de la semaine. Les experts de la météorologie nationale recommandent à la population de ne pas sortir en pleine journée à l'extérieur, de boire régulièrement et de ne pas faire d'efforts superflus. Les températures prévues aujourd'hui se situent autour de 34 degrés à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 41 degrés à Tibériade et 44 degrés à Eilat. Et demain, jeûne du 17 Tammuz, ces températures devraient donc également augmenter. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.